Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette webconférence dédiée à l'actualité dans le secteur des soins médicaux et de réadaptation, ainsi qu'à l'offre ANAP construite en regard par nos équipes, avec l'aide des experts du réseau de l'ANAP en poste dans les établissements. Notre objectif aujourd'hui est de vous présenter l'offre ANAP et mieux comprendre les enjeux de performance dans le secteur des soins médicaux et de réadaptation. Développement de l'hôpital de jour, parcours innovants et performance des organisations dans un objectif d'équilibre financier. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette webconférence dédiée aux soins médicaux et de réadaptation. Avec 1800 établissements qui réalisent près de 35 millions de journées, 1,3 million de séjours en 2023, le SMR, c'est une activité très importante dans l'offre de soins. Tous les établissements doivent aujourd'hui s'adapter à des réformes d'ampleur portant sur les autorisations, le financement et la classification tarifaire. À l'ANAP, nous souhaitons accompagner les établissements pour leur permettre d'être proactifs dans la mise en œuvre de ces réformes autour de 3 enjeux clés. Premier enjeu, le juste codage. La réforme apporte une homogénéité dans le financement, quel que soit le statut des établissements, avec une place importante donnée au codage à l'activité. Les établissements doivent ajuster rapidement leurs pratiques et leurs systèmes d'information pour disposer d'outils opérationnels pour le recueil et le pilotage de l'établissement. Le deuxième enjeu, c'est l'optimisation du fonctionnement des plateaux techniques. Dans les récentes réformes, les conditions techniques de fonctionnement définissent les ressources obligatoires à mobiliser pour la prise en charge des patients, et ce, au regard des différentes mentions. Les établissements vont donc devoir s'assurer que les ressources mises à disposition répondent aux exigences réglementaires tout en optimisant leur utilisation afin de maintenir l'équilibre médico-économique. Enfin, le développement de l'hôpital de jour est le troisième grand enjeu pour les établissements SMR. En 2023, seuls 15% des journées réalisées l'ont été en hospitalisation à temps partiel. Compte tenu de la nouvelle obligation de proposer une offre d'hospitalisation à temps partiel par convention ou sur site, les structures doivent adapter leur filière, leur organisation et leurs locaux. Alors, la webconférence qui s'ouvre, elle va s'articuler en 2 temps. D'abord, un échange avec Thomas Kuhn, adjoint à la sous-direction des finances de l'immobilier et de la performance à la DGOS, et Jean-Pascal Devailly, médecin de médecine physique et de réadaptation, expert de l'ANAP, qui vous permettra d'identifier en quoi ces réformes sont même une opportunité pour vos établissements. Et puis un second échange entre des professionnels évoluant dans les secteurs publics, privés à but non lucratif et privé commercial vous apportera des illustrations concrètes sur les leviers à votre disposition pour renforcer la performance de votre activité et bien sûr la qualité du service rendu. Enfin, vous pourrez découvrir la nouvelle feuille de route de l'ANAP pour vous accompagner dans la mise en œuvre de la réforme des autorisations et du financement, dans la mise en place d'indicateurs de performance et dans le développement de l'hôpital de jour. Alors je vous encourage, comme à chaque fois, à participer activement aux discussions, à poser des questions et à partager toutes vos expériences. Grand merci à tous pour votre participation si nombreuse. Grand merci à nos intervenants. Très bonne webconférence. Je vous propose d'accueillir désormais Thomas Cohn, adjoint à la sous-directrice du financement de la performance au sein de la DGOS, et Jean-Pascal Devailly, expert SMR au sein de l'ANAP. Messieurs, je vous remercie de vous joindre à nous afin d'échanger sur le sujet des réformes récentes et de ce qu'elles impliquent pour les établissements SMR. Pour débuter, comment définiriez-vous l'objectif de cette réforme du financement? Thomas. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. J'utiliserai 2 mots pour décrire cette réforme à très grande maille. Cette réforme, elle est d'abord ambitieuse parce qu'elle vise à rendre plus efficace l'allocation financière aux établissements de santé au service d'une meilleure prise en charge. Et comme elle est ambitieuse, elle est complexe. Elle vise aussi à rendre homogènes et plus équitables les règles de financement. Or, elle s'inscrit dans un champ d'activité dont les règles de financement historiques étaient différentes entre statuts d'établissement et existaient depuis des décennies. Et donc, elle génère beaucoup de changements pour les établissements de santé. Merci. Jean-Pascal? Alors, outre la complexité, évidemment, que je partage, je pense que cette complexité est aussi une occasion majeure de renouveau complet des façons de dialoguer autour de la performance, autour de la gestion, entre les différents niveaux de gouvernance, les ARS et les établissements et les unités cliniques, les pôles, mais aussi horizontalement entre les différents partenaires des établissements. Thomas, pouvez-vous nous rappeler les objectifs de ces travaux, s'il vous plaît? Le premier objectif, il est de corriger
les inégalités territoriales qui sont issues des anciennes modes de financement et des contraintes associées à ces modes de financement. L'existence de modalités historiques et différentes entre statuts d'établissement aboutissait à ce qu'on ait des rythmes de déploiement des nouvelles capacités SMR, mais aussi du déploiement de l'activité qui était très hétérogène entre régions, entre territoires et entre établissements, et qui n'était pas du tout corrélé aux besoins de santé. Donc c'est d'abord ça qu'on cherche à corriger. Le deuxième objectif de cette réforme, c'est de soutenir la modernisation et la transformation du secteur SMR par des compartiments qui sont dédiés à la spécialisation et dédiés à l'expertise. Et donc c'est par la mise conjointe, le déploiement conjoint de nouvelles modalités de financement et de compartiments différents que l'on va venir soutenir cette transformation et que l'on va donner les leviers aux ARS et aux établissements de santé pour s'engager dans cette transformation. Jean-Pascal, vous qui accompagnez au quotidien les établissements SMR dans leur compréhension de ces réformes, qu'en pensez-vous ? Je pense qu'effectivement, les établissements ont besoin d'être accompagnés face à des réformes qui se déploient, aussi bien les autorisations que le financement, dans plusieurs phases. Les établissements sont confrontés à des enjeux stratégiques. Que faut-il créer ou renouveler comme autorisation en hospitalisation complète, en hôpital de jour, même si maintenant c'est relié, et faut-il le faire en hôpital de jour spécialisé ou en hôpital de jour polyvalent. Deuxièmement, des enjeux organisationnels. Il s'agit de développer des chemins cliniques beaucoup plus en lien avec le codage, des enjeux réglementaires. Les conditions de fonctionnement sont assez complexes. Puis enfin, des enjeux financiers où effectivement, il faut essayer de bien confronter le coût des activités avec leur rémunération. Donc pour cela, mais je l'ai déjà dit, le dialogue doit se développer avec des cellules finalement de dialogue de gestion et de réponse aux appels d'offres. Thomas, peut-on considérer que la réforme puisse être un levier de transformation de l'offre pour les établissements ? C'est clairement un des objectifs également. Cette réforme de financement, elle met la stratégie médicale au cœur des réflexions au sein des établissements de santé, ce qui était peut-être un peu moins le cas dans les anciennes modalités de financement. Le financement à l'activité, mais on y reviendra un petit peu plus loin, oblige à piloter les recettes qui sont liées à cette activité et à comprendre, à faire l'association, comme l'a dit Jean-Pascal, entre les ressources que j'alloue à cette activité et puis les recettes que je génère. Si je rentre un peu plus dans le détail sur la composante populationnelle, cette composante-là, elle vient caractériser un besoin de territoire, elle vient reconnaître certaines caractéristiques des populations qui habitent ce territoire, et elle rend obligatoire pour l'établissement de santé la réflexion autour de son positionnement au vu des besoins de ce territoire et la réflexion sur sa contribution à la réponse à ce besoin. Et donc, elle renouvelle, elle fait évoluer le dialogue de gestion qui peut exister entre la tutelle, entre l'agence régionale de santé et entre l'établissement. On doit, de concert, définir la direction que l'on souhaite prendre, les objectifs que l'on souhaite atteindre, et ensuite la feuille de route individuelle pour chacun des établissements, pour chacun des opérateurs. Comment est-ce que je m'inscris en tant qu'établissement dans cette feuille de route-là? Comment est-ce que je contribue à la réponse aux besoins? Jean-Pascal, dans ce mécanisme, quel serait le rôle du médecin dans la transformation de l'offre? Alors, le rôle du médecin, d'abord, je vais l'associer au sein d'une équipe, d'un collectif de soins, d'une équipe de soins, parce que je dirais que les deux mots-clés, c'est peut-être leadership partagé avec les cadres, notamment le fameux binôme cadre-médecin qui est si important en SMR, pas qu'en SMR, et puis les autres soignants. L'enjeu aujourd'hui, c'est de construire ensemble des chemins cliniques qui formalisent les prises en charge en les articulant avec les contraintes de fonctionnement, de plateaux techniques notamment, en évidemment connectant tout ça avec l'évaluation médico-économique. Voilà. Thomas, quels sont les impacts pour les décideurs, les directions, dans les établissements pour s'adapter au mieux à cette réforme? Le premier impact, et c'est en lien avec ce que vient d'expliquer Jean-Pascal, c'est que le suivi de l'activité prend désormais un rôle central dans la gestion de l'établissement. Il faut s'assurer que l'information médicale est correctement recueillie, qu'elle me permette de décrire mon activité de la manière la plus précise et donc qu'elle me permette de valoriser cette activité de manière pertinente. Et ensuite, le deuxième temps, mais là aussi Jean-Pascal l'a évoqué, c'est l'analyse stratégique et opérationnelle au vu de ces recettes d'activité. Quels sont les effectifs, quelles sont les ressources que je mets en face et comment est-ce que ça me permet de générer ou pas tel ou tel type d'activité.
Autre enjeu pour les décideurs, je l'ai évoqué sur la composante populationnelle, c'est que le directeur général, le DAF ou le PCME doit réfléchir à l'alignement entre son projet stratégique, son projet d'établissement, son projet médical, et puis les orientations stratégiques qui sont portées au niveau régional. Il faut que je m'assure que je m'inscrive bien dans cette direction et que je ne sois pas complètement orthogonal par rapport à ce que l'ARS a écrit dans sa feuille de route. Et puis, il y a un dernier point, peut-être plus marginal, mais qui est important quand même. Il faut s'assurer de la reconnaissance de ces spécificités, que ce soit les plateaux techniques spécialisés dont je dispose, les expertises que j'ai pu développer, les niveaux de spécialisation que j'ai pu mettre en place, parce qu'on a dans ce nouveau modèle de financement des compartiments qui sont dédiés au soutien à ces activités-là, et donc il faut que je m'assure en tant que décideur qu'elles sont bien reconnues par la tutelle. Merci. Jean-Pascal, quel est l'impact de la réforme au quotidien et comment on peut s'y préparer au mieux? Alors, on voit que l'organisation des soins, elle est pas seulement directement liée, mutuellement dépendante finalement du codage, dont la traduction sur les recettes va être essentielle, hein, beaucoup plus qu'avant. Donc, évidemment, les médecins, les soignants doivent être force de proposition. Il s'agit de garder, d'arriver à concilier finalement le maintien, la progression de la qualité des soins, mais aussi la nécessaire recherche de l'efficience, ce à quoi d'ailleurs servent les chemins cliniques. Alors, le codage ne doit pas être quelque chose d'une corvée qui n'a pas de sens, mais doit être la traduction de la démarche clinique des patients, des soignants, des patients aussi, après tout. Et en fait, le grand changement, c'est que le PMSI n'est plus le petit machin sans importance, comme on le disait autrefois, mais c'est devenu, il passe à l'ère industrielle, mais dans le bon sens du terme. On peut faire une bonne approche industrielle. Voilà. Et Thomas, quel est l'impact pour l'établissement? Pour l'établissement, l'impact principal, c'est que tous les établissements sont désormais financés de manière objective, transparente, homogène entre les différents points du territoire et de manière dynamique en fonction de la nature et de la quantité d'activités qu'ils peuvent produire, ce qui n'était pas du tout le cas avant dans les anciennes modalités de financement. Ça, c'est le premier impact. Et le deuxième impact, c'est de donner aussi de la stabilité et de la visibilité sur le financement de certains investissements autour de la spécialisation, comme je l'évoquais précédemment, parce qu'on a des compartiments qui sont ciblés sur ces activités-là, qui sont stables, qui sont indépendants de l'activité. Ça doit permettre de stabiliser l'investissement des établissements autour de ces activités-là. Merci beaucoup. En un mot, messieurs, quel est pour vous l'impact de la réforme pour le patient? Thomas. Pour le patient, il y a deux niveaux d'impact. Il y a l'impact au niveau national, je l'ai évoqué, hein, on dispose désormais d'un levier de financement qui doit permettre de corriger de manière proactive les inégalités territoriales qui existent entre régions, entre territoires. Et donc au niveau global, l'objectif c'est un meilleur accès aux soins de réadaptation et donc des parcours plus fluides sur l'ensemble du territoire national. Et puis au niveau individuel, par sa composante activité, par ses recettes d'activité, cette réforme, elle vient reconnaître la nature et la quantité d'activité de réadaptation qui est produite, qui est fournie pendant la prise en charge. Et donc, on peut espérer que le contenu des prises en charge s'adapte à la fois en contenu, mais en durée également, et en intensité aux vrais besoins du patient. Merci. Jean-Pascal? Alors, je partage totalement le souci dont Thomas témoigne du contenu, de l'intensité, de la nature des prises en charge, puisque ce lien mutuel que j'ai décrit entre les prises en charge cliniques et le codage et les recettes vont largement s'appuyer là-dessus et sur les améliorations qu'on peut y apporter. Je crois que cette réforme, effectivement complexe, elle a quand même apporté une petite révolution culturelle dans la mesure où il y a deux dimensions qui n'existaient pas avant et qui apparaissent, celle de la définition des missions des SMR, qui est assez précise, et celle de la gradation des soins, qui se traduit, comme Thomas l'a dit, par les plateaux techniques spécialisés, les activités d'expertise. Donc tout ça, évidemment, ouvre de nouveaux horizons, de nouvelles limites qu'il va falloir traiter. Et puis, je crois que, encore une fois, c'est l'occasion de réformer complètement la connaissance mutuelle des acteurs à tous les niveaux, développer la confiance, développer la communication, puis la conscience commune d'un but commun. Voilà. Merci Thomas, merci Jean-Pascal pour ces éclairages et la compréhension que vous apportez à cette réforme. Je vous propose de rester avec nous pour suivre un débat entre les acteurs des différents secteurs.
Je tiens également à remercier les intervenants que nous avons le plaisir d'accueillir en plateau aujourd'hui. Donc, docteur Véronique Quentin, qui est médecin MPR au sein du SMR pour enfants des hôpitaux Paris-Est Val-de-Marne. Docteur Yannick Blanchetot, qui est médecin MPR et référent médical chez Clean Alliance. Et Odile Harriman, qui est directrice générale au sein de l'association L'Espoir à Lille. Dans ce contexte-là des réformes, et bien avant, puisque les uns les autres, vous avez développé cette activité bien avant, comment vous avez développé l'hospitalisation de jour dans votre SMR et quelles sont les grandes étapes à mettre en place pour nos auditeurs? Peut-être je vais me lancer, dire que dans le cadre de la réforme, d'une part, l'hôpital de jour est devenu une obligation, la nécessité de l'allier à l'hospitalisation complète, et elle doit avoir son rôle propre. Et il faut déjà penser parcours patient, c'est-à-dire quand la séquence de l'hôpital de jour, comment elle se positionne par rapport à l'hospitalisation complète, et aussi par rapport à d'autres modalités d'accueil que l'on peut proposer, que ce soit l'HAD de réadaptation ou les équipes mobiles, sans oublier les consultations. Donc il faut déjà avoir quel profil de patient on a en fonction de ces autorisations et quels vont être nos critères d'inclusion et d'exclusion. Bien penser que l'hôpital de jour, ce n'est pas que l'aval de l'hospitalisation complète surtout. C'est-à-dire qu'elle a son rôle propre, ce qui veut dire que quels adresseurs peut-on avoir pour un hôpital de jour? C'est aussi bien sûr la ville, c'est aussi les établissements médico-sociaux auxquels il faut penser. Ce qui est intéressant, c'est que ça va multiplier vos adresseurs. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dépendant d'un seul adresseur, vous avez plusieurs adresseurs. Et ça aussi modifie un petit peu les profils des patients que vous avez. Donc ça donne de l'intérêt supplémentaire pour les professionnels de santé de travailler dans un hôpital de jour. Et dans l'hôpital de jour, je laisserai mes collègues parler ensuite, il y a deux aspects. Il y a l'hôpital de jour prise en charge et pour une petite part, parce qu'on va le voir un peu les problèmes de coût que cela pose, l'hôpital de jour un peu bilan, accès direct et one-shot, je dirais, au plateau technique. Alors, pour développer une HDJ, il faut déjà se référer aux conditions techniques de fonctionnement en lien avec la réforme des autorisations SMR de 2022, qui précise notamment les compétences obligatoires par autorisation, le type de prise en charge, donc collectif, individuel. Et cette réforme précise également dans son instruction complémentaire le volume horaire de prise en charge journalier. Donc ça, c'est le point de départ, en spécifiant bien que les conditions techniques sont identiques en hospitalisation complète et en HDJ. Je rebondis sur ce que vient de dire le docteur Véronique Quentin sur le fait qu'il y a un vrai changement du positionnement du SMR qui ne doit plus être pensé comme l'aval du MCO. Et de la même manière, l'HDJ ne doit pas être pensé comme l'aval exclusif de l'HC, donc de l'hospitalisation complète. L'HDJ est véritablement une porte ouverte sur la ville, bien sûr aidée en cela par les consultations externes des établissements. Et ça permet vraiment une relation avec les médecins libéraux, dans un cadre de CPTS ou pas, avec les DAC. Et les sollicitations des médecins de ville doivent vraiment encore s'amplifier, notamment dans certaines spécialités comme la gériatrie, avec des mises en œuvre d'ateliers pour des patients chuteurs, pour une prise en charge de la fragilité. Voilà. Ce qui est important en parlant de développement d'HDJ, il faut quand même parler tout de suite en fait, des freins à ce développement. Et un des freins du développement de l'HDJ reste quand même le mode de financement en fait, actuel, avec une part liée à l'activité, mais une autre part liée à une dotation populationnelle, et qui reste une enveloppe assez figée et trop figée en cas d'accroissement des périmètres. Et je pourrais compléter pour la mise en place de cette HDJ, au-delà de l'outil trajectoire que tout le monde connaît, il est important de développer les filières et les réseaux, entretenir les relations avec les correspondants. Et l'autre point qui est important aussi pour développer cette HDJ, c'est la mise en place des consultations qui vont permettre d'avoir une pertinence dans le séjour du patient. Est-ce qu'on l'hospitalise en hospitalisation complète ou en hôpital de jour? Et les consultations vont être là aussi pour définir le caractère de prise en charge des patients.
Céline, si je peux rajouter une petite chose, c'est ce qu'il faut aussi définir lorsqu'on met en œuvre une autorisation, une activité d'HDJ, il faut penser les ratios de prise en charge. Ces ratios ne sont pas dans les textes, à la différence des compétences, et je parle de ratios patient-rééducateur. On peut avoir la même réflexion en patient-médecin. Et ça, c'est vraiment une base qui va conditionner la qualité de prise en charge à venir. Tout à fait. Merci. Dans ce contexte, quelle organisation avez-vous mis en œuvre pour votre HDJ pour être performant, tout en tenant compte des contraintes, identifier l'organisation propre, planning, gestion des flux, un médecin expérimenté, un cadre expérimenté, l'organisation plus lourde, plus complexe. Voilà. Qu'est-ce que vous mettez en place dans vos établissements pour garantir C'est vraiment un point crucial, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser l'organisation de l'hospitalisation de jour comme celle de l'HC. Ça a une forte exigence organisationnelle, en particulier je pense au planning, je pense que mes collègues vont en parler ensuite. Et je pense qu'il faut aussi avoir une forte exigence en termes d'expertise dans le domaine, c'est-à-dire ne pas faire l'erreur de mettre entre guillemets les petits jeunes qui débarquent sur l'HDJ, mais vraiment le médecin, les paramédicaux experts et surtout un cadre expert qui va pouvoir gérer cet HDJ qui a vraiment de fortes exigences organisationnelles. Donc il faudra aussi penser commission d'admission peut-être propre à l'HDJ et pas liée à celle de l'hospitalisation complète. Et puis on le sait, il y a des locaux aussi qui doivent être dédiés. Sur l'histoire des plateaux techniques partagés ou pas avec l'hospitalisation complète, oui, mais il faut le penser. Donc c'est très important de l'identifier dès le départ quand on développe son hospitalisation de jour. Oui, j'imagine surtout si on est face à un petit établissement qui aura peut-être moins de locaux, moins de professionnels, ça s'adapte. Ce qui est important de prendre en compte aussi pour une meilleure optimisation des ressources et une meilleure efficience, c'est cette coordination des plannings qui va permettre de positionner les professionnels et les rééducateurs pour la prise en charge du patient sur des séjours qui peuvent être courts en demi-journée. Et il faut vraiment bien travailler le temps des rééducateurs sur le créneau imparti pour les patients. Alors on peut aussi, et c'est souhaitable, utiliser des protocoles de prise en charge qui permettent aussi d'optimiser les ressources, d'être plus pertinents. Alors même si, parce que certains vont peut-être réagir, les protocoles ne sont pas généralisables à toutes les pathologies, ça c'est une évidence, mais c'est vraiment un gain de temps et de qualité de la prescription, de la prise en charge, de la validation des actes par les rééducateurs, donc de la valorisation de séjour. Donc ça, c'est vraiment très important. Je ne fais que confirmer la planification, c'est un élément majeur, parce qu'il y a des flux extrêmement, même dans les petits établissements, qui peuvent devenir très importants, qu'on ne connaît pas en fait en hospitalisation complète. Et donc ça, ça va permettre effectivement d'optimiser et d'avoir des plannings cohérents pour le patient avec des temps d'attente là aussi cohérents, pas trop longs, voilà, avec des journées bien construites, un temps de prise en charge en HDJ bien construit. Après, encore une fois, ça a déjà été abordé, il faut penser la configuration des locaux. Alors c'est facile lorsqu'on est en construction, mais autrement il faut vraiment penser parce qu'on a affaire à des flux qui sont quand même importants. Il faut aussi penser complémentarité des rééducateurs. Donc ça, c'est aussi très important. Et puis aussi une bonne utilisation des plateaux techniques. Donc la configuration des locaux, c'est un élément important lorsqu'on veut développer une HDJ. Merci. Alors peut-être plus difficile aussi sur les petites structures, mais sur des structures un peu plus importantes, avoir des équipes dédiées en hospitalisation de jour permet de répondre à une bonne organisation. Et un élément qui est important également dans les instances en amont de l'hospitalisation, c'est d'instaurer des commissions d'admission qui vont permettre d'apprécier la pertinence du séjour. Et puis, j'imagine aussi que vous tenez en compte l'absentéisme potentiel, prévu, imprévu de vos patients. Qu'est-ce que vous mettez en place pour justement, pour soit l'éviter, soit en prendre compte? Alors, je pense qu'il y a deux aspects, parce qu'on va pouvoir parler des
des patients et puis aussi des professionnels de santé. Il faut vraiment avoir une attention particulière à cet absentéisme, en particulier des patients. Et peut-être c'est spécifique à certaines filières où c'est plus prégnant la problématique, je pense à la gériatrie. Moi, je travaille en pédiatrie, c'est aussi un absentéisme de fait, parce que les enfants sont malades. Donc, il faut le prendre en compte dans votre organisation, de façon à pas pouvoir atteindre ses objectifs. On va en parler tout à l'heure, j'imagine, des taux de rotation. Donc, je pense que c'est fonction de sa filière, et sur certaines filières, vraiment l'anticiper. C'est-à-dire ne pas en dépendre, mais l'avoir anticipé. Et donc, en fonction de votre nombre de places, se dire combien de patients je vais être en capacité de gérer sur mon hôpital de jour. Et l'avantage de l'hôpital de jour aussi, c'est de permettre aux patients d'allier la rééducation et une vie personnelle, voire professionnelle. Et avoir des organisations de rééducation sur une demi-journée, ça permet de réduire l'absentéisme des patients. Et puis ensuite, les patients sont tenus à un règlement intérieur et à une charte. Et avec plusieurs absences répétées, ça entraîne l'exclusion et l'arrêt de la prise en charge. Merci. Et non, c'est juste en fait pour rebondir, il y a les absences inévitables des maladies, mais dès le début et dès l'entrée du patient, il faut vraiment obtenir une bonne adhésion au projet personnalisé de soins en fixant clairement des objectifs. Les objectifs, bien sûr, partagés, élaborés avec le patient, mais les objectifs doivent être précis, atteignables et dans une durée de temps définie. Donc ça, c'est vraiment le point de départ d'un contrat entre le patient et l'équipe de rééducation. Et au-delà de l'absentéisme de vos patients, comment est-ce que vous prenez en compte, comment est-ce que vous gérez l'absentéisme qui peut être également prévu, imprévu de vos professionnels, puisqu'on sait que ça peut avoir un impact énorme, notamment sur des petits établissements, sur des petits services, sur des prises en charge très spécialisées. Comment je tiens compte de cet absentéisme ? C'est vrai que c'est quelque chose où c'est aussi de l'imprévu. Les congés, ça s'anticipe et on s'organise en fonction. Mais quand on a des arrêts maladie ou des Covid ou des moments épidémiques, il faut savoir s'adapter. Donc les solutions, c'est d'arrêter les groupes et puis de pouvoir permettre aux rééducateurs ou les temps de codage, où il faut faire attention aussi, de diminuer les temps de codage pour remettre des professionnels sur ces temps dédiés. Et puis nous, ce qu'on a mis en place, on a systématiquement des créneaux de remplacement. C'est-à-dire que ce qui permet à un professionnel d'être absent, d'avoir son créneau repris par un autre professionnel qui, dans son planning, avait un temps dédié au remplacement. Finalement, sur l'hôpital du jour, on se rend compte que effectivement, c'est un service où il va falloir aller un petit peu au-delà de j'accueille mon patient, je le prends en charge. Il y a vraiment toute une organisation en amont, en temps réel, pour se dire voilà, mon patient est pris en charge et il bénéficie au maximum des séances qui lui sont dédiées le plus individualisées possible. Et peut-être pour motiver justement le patient qui va venir, c'est ce que je rebondis sur ce que disait le docteur Blanchetot, c'est-à-dire c'est quel objectif on s'est fixé et qu'il soit vraiment partagé avec, effectivement, ça peut être une sorte de contrat sur... et donc c'est important d'avoir peut-être un PPS, un plan personnalisé de soins, sur lequel on aura mis dessus, travaillé avec le patient des objectifs vraiment personnalisés, soit au travers d'outils comme la MCRO, voire pour évaluer un petit peu le bénéfice pour le patient. Finalement, c'est pourquoi il vient là, il espère pouvoir progresser, utiliser des outils comme la GAS, le Goal Attainment Scale, qui va permettre de montrer effectivement les progrès du patient, ce qui le motive du coup à venir, parce qu'on voit l'évolution au cours de son séjour. Donc je crois que c'est aussi le pourquoi je viens qui fait que le patient va être plus adhérer au projet. Et dans ce contexte, on a bien vu l'importance du patient, l'importance de lui offrir une prise en charge personnalisée, individualisée, d'avoir les professionnels en face. Mais tout ça, ça a un coût. Ça a un coût et il faut s'assurer que je vais être performant et que ce que je vais offrir au patient me permet quand même d'être dans un équilibre financier, mais pas que. Comment est-ce que je garantis
à ma direction, à mon établissement, que finalement, les soins que je réalise se font dans une performance? Alors, avant d'avoir des éléments, je pense, plus médico-économiques, je pense que je rebondis sur ce que vient de dire le docteur Véronique Quentin, sur déjà le fait que pour être performant, on doit être pertinent, pas qu'en HDJ, mais il faut être pertinent. Pertinent dès l'admission, c'est-à-dire le patient au bon endroit. Il faut être pertinent dans la prise en charge. Il faut être pertinent dans le type de prise en charge grâce à des protocoles de rééducation. Il faut être pertinent dans la durée de séjour, des objectifs fixés dans un temps défini. Et puis en fait, il faut être aussi efficace. L'efficacité, c'est qu'il faut être en capacité de mesurer cette efficacité. Et je rebondis, on a les mêmes inspirations avec la GAS, cet acronyme Goal Attainment Scale, mais alors on peut en avoir d'autres, hein, échelles de mesure, mais c'est vraiment une échelle qui permet en fait de mesurer l'efficacité du traitement et de savoir si les objectifs fixés avec le patient ont été atteints ou pas. Je pense que c'est un début pour aller vers du médico-économique. Les indicateurs, on en dispose de quelques-uns hein, à travers le PMSI. Voilà, on a des indicateurs effectivement financiers. Mais c'est vrai que le secteur SMR est assez pauvre en indicateurs, contrairement au milieu MCO où on a pléthore d'indicateurs pertinents, évaluation des pratiques sur la durée de séjour, le taux de réhospitalisation, voilà. Mais c'est vrai qu'en SMR, les indicateurs ne sont pas suffisamment développés et ça mériterait, au regard de la réforme de financement et de l'efficience que l'on se doit au regard de cette réforme de financement, développer des indicateurs et les suivre de plus près. Et les indicateurs, bien évidemment, il faut les partager avec les équipes. Voilà, instaurer un dialogue avec les équipes sans les assaillir d'indicateurs, mais c'est important de travailler et de suivre cette pertinence avec eux. Effectivement, c'est un réel outil de dialogue de gestion avec les équipes, avec les médecins, avec les tutelles aussi, puisque on l'a vu, hein, la dotation populationnelle, elle sera aussi en lien avec l'offre qu'on va proposer et le besoin du territoire. Donc, c'est effectivement, tous ces indicateurs de prise en charge pourront être des éléments de dialogue. Je suis d'accord avec vous de partager avec les équipes ces indicateurs, parce que la réforme du financement fait qu'avant, je travaille dans le public, donc il y avait une dotation globale, donc il y avait moins d'impact. Donc c'est important d'expliquer la réforme et le pourquoi, effectivement, des fois il faut coder le PMSI, ce qui n'est pas toujours très facile d'obtenir pour les équipes, c'est vraiment en partageant ces indicateurs, en leur montrant comment on avance, que du coup les gens se saisissent de ce qui peut sembler des tâches administratives alors qui ne sont pas de leur ressort, eux, ils sont des soignants. Je pense que c'est comme ça qu'on obtient effectivement une adhésion des équipes et du coup, un codage plus satisfaisant. Il faut que le PMSI soit ressenti comme ça par les équipes. Hein. Ça traduit en fait leur qualité de prise en charge. Et on le voit sur les séjours et notamment l'intensité de rééducation en HDJ. Bon, on ne va pas rentrer dans les choses très techniques, mais sur IJK, donc sur des séjours de rééducation très intensive, c'est valorisant aussi pour l'équipe. Ils ont mis en place collectivement une organisation permettant une qualité de prise en charge optimale. Et si je peux compléter sur ce sujet, et on peut faire le parallèle avec le MCO, où l'organe de production des établissements MCO, c'est les blocs opératoires. Je pense que dans le SMR, l'organe de production, c'est les plateaux techniques. Et les indicateurs sur les plateaux techniques sont assez pauvres aujourd'hui en SMR et mériteraient grandement d'être développés pour faire face à cette réforme de financement et d'optimisation des ressources. Tout à fait. Et puis donner du sens. Voilà, donner du sens, se rapprocher des professionnels, leur rappeler que ces indicateurs, peut-être financiers, peut-être de performance médico-économique, ça va aussi leur permettre d'aller chercher une performance qualitative auprès des patients. Et du coup, est-ce que vous mettez également des indicateurs de prise en charge, de bonne qualité de prise en charge au sein de vos établissements ? En plus de l'HAS, etc. Moi encore, je rebondis toujours sur objectif atteint, non atteint. C'est déjà, est-ce qu'on a répondu en fait à notre mission hein, d'obtenir en fait des résultats en lien avec un objectif fixé dans le projet personnalisé de soins, fixé avec le patient. Donc ça, on démarre avec cela.
Merci beaucoup. Merci Odile. Merci. Merci Yannick. Merci Véronique. Merci. Donc, vous l'aurez compris, il est très très important de développer son HDJ en n'oubliant pas de rester performant, de suivre des indicateurs de performance, indicateurs médico-économiques, indicateurs de bonne prise en charge de vos patients, mais surtout donnez-y du sens pour que les professionnels puissent se l'approprier et l'utiliser le mieux possible. Vous l'aurez compris, pour faire face aux réformes, il est indispensable que les établissements mettent en place une offre HDJ, tout en maîtrisant les organisations et financements, leur permettant d'être performants, en garantissant aux patients une prise en soins de qualité et un bon service rendu. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour ces échanges très riches qui nous montrent à quel point vos intérêts convergent. La NAP vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui et dans les semaines à venir avec des fiches vous facilitant la compréhension des réformes, un appui terrain collectif pour vous aider à mettre en place et développer un hôpital de jour, un webinaire pour vous accompagner dans l'utilisation du codage en SMR, ainsi qu'un outil associé à un guide vous permettant d'identifier et d'optimiser les indicateurs de performance dans votre établissement. À très bientôt. L'ANAP, l'expertise en partage.